Alors nous sommes en compagnie de Gérard Jugnot qui est venu à Toulouse pour présenter Pinot Simple Flic, son premier film en tant que réalisateur. Alors tout de suite une question fondamentale. Gérard Jugnot, bonjour. Réponse fondamentale, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, je suis un petit peu, pas fatigué, mais je viens de Bordeaux, là où j'ai aussi parlé pendant des heures de moi. Ça dit comme des bouvards. Moi j'aime beaucoup parler de moi parce que pendant ce temps-là je dis pas du mal des autres. Mais donc je suis un petit peu comme ça. Là vous venez, il y a déjà eu 2 radios libres qui m'ont interviewé avant vous. Alors j'espère que je vais pouvoir arriver à articuler 3 mots. Mais non, tout va bien et je suis très content parce que le film est couronné de succès. On a beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi dedans et ben, ça a l'air d'être un succès, c'est formidable. Alors Gérard Jugnot, la première fois personnellement que je vous ai vu, c'était dans un film qui a révolutionné la France. Vous aviez qu'une courte apparition, mais elle était tellement inénarrable que vous devez vous en rappeler. Il s'agit des Valseuses. Vous faisiez piquer lamentablement sous les yeux de votre femme ébahie, votre voiture et votre bateau, je crois. Ouais. Alors, est-ce que, alors que Bertrand Blier est en train de prendre des voies un peu plus bizarres, est-ce que vous n'avez pas envie de retourner avec lui plus longuement? Parce que je pense que vous avez 2 caractères qui sembleraient assez proches l'un de l'autre. Ou alors tellement opposés qu'ils iraient bien ensemble. Vous savez, moi je sais pas, d'abord c'est pas à moi de dire ça, c'est à Bertrand de m'appeler pour me dire j'ai un scénario formidable pour toi. Mais en ce moment ces affaires marchent pas si bien que ça, quoi. Non, le problème de Bertrand Blier, c'est que tous ces films, c'est un intellectuel de premier abord, c'est un véritable auteur. Je trouve que c'est un type qui, dans le cinéma français, est très intéressant parce qu'il a une véritable écriture. Il y a une confusion parce qu'on a cru que c'était un cinéaste public, grand public. Et donc on a balancé ces films comme ça, comme des grandes comédies ou des polars. Ce qui est faux, c'est des films qu'il faut sortir comme le film de Bertrand Tavernier. Je trouve que et ça peut avoir toute une audience, mais je trouve que la grande erreur, c'est d'avoir balancé Buffet froid comme une comédie rigolarde, alors que c'était un film terriblement intellectuel et très littéraire, mais tout à fait intéressant. Et je pense qu'il y avait un vrai public pour ce film qui n'a pas trouvé ce public complètement. Alors moi je serais très très content de refaire un film avec Bertrand Blier, mais c'est pas à moi de le dire, c'est à lui. Et c'est vrai que j'ai tourné 2 films avec lui. J'ai tourné aussi dans Calmos. Si vous aviez consulté ma filmographie, vous auriez vu. Et j'avais un très joli rôle, j'avais un tout petit truc, mais c'était sympa à faire. Les Valseuses, c'est vrai que c'était un des premiers rôles que j'ai tourné au cinéma. Je suis arrivé à Valence, je me suis fait remplacer 2 jours au théâtre pour ça, j'ai dû être payé 250 balles à l'époque. Et j'avais rien à dire normalement, et c'est moi qui rajoutais un truc, j'ai réussi à me cogner dans le mar, j'ai réussi à faire... C'était l'époque où on me prenait parce qu'il n'y avait pas vraiment de situation ou de scène écrite, puis on dit tiens, on va prendre Jugnot, il va nous amener son petit bordel, son petit matériel, et puis non, il va faire un petit numéro, quoi. Comme tous les acteurs de mes amis. Alors, c'était assez marrant parce que j'ai pris le train, je suis arrivé, nuit et vite, 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 faut qu'on tourne parce que la lumière se barre. Et donc, 7 minutes après, j'avais fait mon plan et j'ai attendu toute la journée avant de reprendre le train du soir. C'était assez étonnant. Alors vous avez parlé d'homme intellectuel en parlant de Bertrand Blier. Est-ce qu'on pourrait savoir... Je dirais pas intellectuel, je dirais littéraire. Littéraire. Précision faite. Quel est votre niveau d'études? Parce que ça, on s'en fout, mais je veux dire, comment vous étiez à l'école avec vos camarades avec lesquels vous alliez former la troupe du Splendide? Vous étiez comment, très honnêtement? Vous êtes de la police? Non, j'étais un élève qui avait du mal à suivre. De manière générale, je m'intéressais à plein de choses, je m'intéressais beaucoup au cinéma, au théâtre, à la littérature, et puis j'avais pris une voie très très maths, très C, et j'avais du mal à suivre. Et je crois que mes plus mauvais souvenirs, c'est les cours de maths et de sciences physiques, parce que j'avais du mal, quoi. Alors, l'ermite, lui, était très balèze en maths, et ça se passait très bien. Clavier était très travailleur aussi, et le blanc aussi. Tous ces gens-là étaient assez doués, et moi qui étais très instinctif, j'avais beaucoup de mal, et je n'étais pas un élève très brillant à cette époque-là, donc je me suis vengé en réussissant dans l'art drama. mais tout le temps que je perdais aux études a été gagné parce qu'en même temps j'apprenais mon métier de fantaisiste parce qu'on passait notre temps à chahuter, quoi. J'ai beaucoup appris à observer les profs, leurs tics, le truc, et quand on se retrouve, mes camarades et moi, je dois dire que des fois on passe des soirées formidables à se rappeler de tel prof de maths ou tel prof d'histoire géo, parce que ça a été vraiment notre terreau. Et ça, c'était un souvenir formidable. Alors, la presse a relativement bien accueilli Pinot Simple Flic, et dans le nouveau numéro de Première, qui est quand même la bible des gens qui aiment le cinéma populaire,
au bon sens du terme. On parle même, je pense que vous l'avez lu, de trouvailles visuelles très, très originales, pour ne pas dire très intéressantes. Vous avez beaucoup travaillé énormément travaillé pour ne pas faire un premier film habituel, ou alors est-ce que vous avez quand même... vous avez stagné, quoi? J'ai du talent ou j'ai travaillé? Non, je pense que la critique de première, elle est positive, et moi elle m'énerve un peu parce que je connais bien Marc et qu'il reproche quelques faiblesses du scénario. Bon, il peut le penser, mais vous savez, c'est très bizarre la critique. Il y a un peu de condescendance dans cette critique, comme il y en a une un petit peu dans Le Figaro. Par contre, Match et François sont très bonnes, même Libération et Mensens. Donc je crois qu'il faut aussi faire le poids entre les critiques. C'est vrai que Marc Esposito trouve que Viva la vie c'est un chef-d'œuvre de trouvailles de scénario. Moi je trouve pas, donc... Vous avez pourtant Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance, qui étaient des films qui n'avaient pas plu à tout le monde et pour cause. Ils avaient quand même mis entre 3 et 4 étoiles. Je veux dire qu'ils vous aiment bien, quoi, apparemment. Donc moi, c'était pas le côté négatif de la critique qui m'intéressait, quoi que vous ayez le droit d'en dire ce que vous en pensez, mais c'était quand même... On voit rarement... Ça m'étonnerait que pour le film de Michel Blanc, par exemple, ou pour les premiers films de fantaisistes comme vous, il y ait marqué des trouvailles intéressantes au niveau de l'image, quoi. Là, je vous félicite. Non, je pense que le film de Michel aura une meilleure critique que la première. Mais parce que la critique n'est pas liée au journal, c'est lié à des rapports. Vous savez, les problèmes des critiques, c'est qu'on se connaît, on connaît tout le monde, donc... voilà, c'est-à-dire que les critiques sont des gens qui ont une personnalité, qui ont un affectif, et puis voilà, je pense que Première, maintenant, aime le film, mais... si vous voulez, ce que j'aime pas dans les critiques, c'est le côté ah bah dis on croyait que c'était une grosse connerie, bah finalement c'est un très bon film. Ça me vexe terriblement. Mais bon, peut-être que c'est à cause de l'affiche, peut-être c'est à cause du titre, peut-être c'est à cause d'RTL, à cause de mon image de marque. Mais je pense que ça fait 10 ans que les gens disent de nous ah bah tiens, sinon c'est pas mal. Que ce soit le Père Noël, que ce soit Papy, que ce soit le Quart d'heure américain, que ce soit les Bronzés, où on a eu une mauvaise image de marque, et à chaque fois que les gens viennent voir nos films, ils disent ah bah finalement c'est pas si mal. Et c'est pas des grosses cavaleries, c'est drôle, il y a des trouvailles, il y a des inventions. Et voilà, donc c'est vrai que Première, mais il dit il y a même quelques belles trouvailles. Il y a même, c'est ça que je remarque, moi, qui suis parano. Et moi je trouve qu'il y a surtout des belles trouvailles, parce que j'ai un cadreur formidable, j'ai un chef opérateur épatant, et que c'est avec ces gens-là qu'on a travaillé, et que c'était ça qui m'intéressait. Je voulais pas faire un film dans l'absolu. Je voulais pas faire un film pour être en gros plan 1h30, c'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver la scénarisation. C'est vrai qu'Esposito aime beaucoup toute la partie tendre du film. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas ça, qui préfèrent les gags, le visuel, les situations burlesques et pittoresques. Alors, pour répondre à votre question et pour laisser tranquille Première, qui est un journal que je lis, que j'aime beaucoup, hein, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, le cinéma m'intéresse beaucoup, et pas uniquement pour être en très gros plan tout le temps. Ça m'intéresse, l'écriture de cinéma m'intéresse, et je crois que tous les acteurs comiques sont passés de l'autre côté un jour ou l'autre, parce qu'ils savent très bien que c'est une plus-value énorme à leur jeu d'acteur, que moi je ne veux pas citer de films, mais c'est vrai qu'il y a quelques films que je vois avec des mauvais metteurs en scène de comédie où il y a de très bonnes idées, et puis sur l'écran ça fait pas rire parce qu'ils n'ont pas su placer leur caméra au bon moment, au bon endroit. Ils n'ont pas su couper au bon endroit le plan, ils n'ont pas su mixer assez fort ou pas assez fort. Enfin, à mon goût, hein, je pense que c'est une cuisine qui est très très importante. C'est-à-dire que, pour comparer avec la bouffe, bon, il y a le plat, il y a le j'ai tendu le bras. Mais non, il y a la présentation. Oui, il y a la viande, et puis il y a la manière de l'assaisonner. Et je pense que l'acteur et la viande, j'aurais pu dire le homard, c'était plus agréable pour l'acteur. Il y a le homard, puis vous pouvez le faire à la thermidor, ou vous pouvez le cramer, vous pouvez le louper, vous pouvez le faire à l'eau, vous pouvez le faire infect, vous pouvez le faire dur. Et je pense que c'est pas le tout d'avoir des homards, il faut savoir l'assaisonner. Et l'assaisonnement, c'est la mise en scène, et c'est ça qui est passionnant pour la comédie. D'ailleurs, tous les gens de comédie ont fait de la mise en scène. Je reçois même Pierre Richard, Yves Robert, même De Funès qui n'osait pas signer mais qui le faisait, Jerry Lewis, Keaton, Chaplin, et j'en passe, tous. Woody Allen, Mel Brooks, hein, c'est essentiel. Alors, je pense qu'on peut passer allègrement pour pas trop vous embêter sur le scénario du film. Beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens ont vu le film. Ceux qui l'ont pas vu avec l'affiche vont aller le voir, oui, ça je pense que vous y comptez. Donc on peut passer allègrement donc, sur le scénario, qui est en fin de compte une bonne surprise quand on regarde de bout en bout, on s'ennuie pas une seule seconde. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans votre film, et surtout... Bonne surprise. Oui, vous
aussi, vous êtes odieux. C'est ça. Une bonne surprise, ça veut dire que vous dites... On peut dire même une bonne surprise pour un film de Godard, par exemple. Alors que Godard, on dit bien que c'est un génie partout. Non, c'est quand vous dites une bonne surprise, ça veut dire que vous attendiez autre chose, vous attendiez une merde. C'est ça, c'est... Les gens, non, le scénario est d'abord, je trouve qu'il est bien, parce que je n'ai participé qu'à son adaptation. J'ai beaucoup réécrit, j'ai beaucoup dirigé les auteurs, mais j'ai trouvé deux auteurs qui s'appellent Geller et Viegas, qui sont deux mecs dont on va parler, parce que c'est des types qui ont un vrai sens du dialogue et de la situation, avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais c'est eux qui rédigeaient, et ils le faisaient beaucoup mieux que moi j'aurais pu le faire. Donc je trouve que justement, il y a une nouvelle écriture dans la comédie, et je pense qu'on peut pas passer allègrement dessus, parce que c'est assez important. Bon. Alors, mais ce qui est intéressant dans votre manière de filmer les choses, et notamment en fonction de la bande-annonce aussi, c'est que vous avez un caractère très publicitaire. Mais attention, hein, au sens de... Bon, il y a la marque Urgo, qui est un des meilleures répliques du film, quand vous dites qu'il y a de l'Urgo dans l'air, etc. Il y a quelques autres répliques dont je n'ai pas en souvenir exact, mais il y a beaucoup de marques, de choses bien précises qui situent la France des années 80. La bande-annonce était aussi très... C'était pas une bande-annonce normale, ça vous avez fait pour votre film. Vous tournez dans des spots publicitaires. Est-ce que vous allez vous lancer dans la publicité vous-même? Ça, vous allez nous le répondre. Mais en fait, est-ce que c'est pas un domaine, les médias, les pouvoirs sur les gens, quelque chose qui vous fascine? Vous savez, je pense que je vis en 1984 et que tous les gens qui vivent en 1984 sont je dirais pas agressés, parce que moi la pub ne m'agresse pas, mais en tout cas ça fait partie de leur environnement, et je trouve que c'est très très salutaire de rire de la pub et de la considérer comme un spectacle, parce que d'abord ça atténue son importance. Je crois qu'il faut arrêter de dire, moi j'en fais des émissions où les gens, il y a des publiphobes qui se sentent agressés par la pub, c'est monstrueux, une espèce d'aliénation moderne, la peste des années 80. Moi ça me déplaît pas, et en plus je trouve que ça fait partie de notre environnement, et donc comme la comédie est une manière de détourner l'environnement pour faire rire avec tout ce quotidien, la pub fait partie de ma vie. C'est vrai que j'aime beaucoup les pubs détournées, ça m'amuse tout à fait, et je veux dire, ceux qui me reprochent ça peuvent reprocher aussi à Libération de faire des titres géniaux comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'ils détournent des tas de choses, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Bon, mais voilà, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que la pub fait partie de l'environnement, et on est complètement baigné dans ce contemporain. L'autre fois, je pensais à cette phrase de Pierre Desproges qui est assez drôle, qui disait Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, et il a ajouté la place du mort. Et que je trouve une chose très très drôle, est un humour très féroce, bon, qui déplaît à des gens, mais moi ça me fait rire. Mais quand vous réfléchissez bien, il y a 100 ans, on ne pouvait pas rire de ça. C'est pas que le Christ n'existait pas, c'est que la référence à la voiture et à la conduite et la place du mort qui est à droite du conducteur n'existait pas. Donc, je veux dire, on va faire cette blague dans un film ou dans une pièce de théâtre qui va faire hurler de rire les gens, parce que moi j'ai lu dans son spectacle, ça fait beaucoup rire. Vous attendez un siècle, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture, où d'un seul coup les voitures n'existent plus comme ça, il n'y a plus qu'un conducteur devant, et il n'y a plus personne à droite. Où il n'y a que des morts. Ça fait plus rire. Je veux dire, c'est pour ça c'est pour ça que moi j'aime beaucoup faire rire avec la pub, parce que la référence elle est directe. Peut-être que dans 10 ans ça fera plus rire, il y a de l'urgo dans l'air. D'abord, c'est pas les choses les plus fortes dans le film, mais c'est vrai que quand je tape sur la gueule du méchant avec une antenne de télé et que mon chef arrive et il dit arrêtez Pinot, rendez l'antenne, les gens hurlent de rire dans la salle, parce qu'il y a la télévision, il y a une référence à la télévision. Et cette référence, elle existe maintenant. Peut-être que si dans 10 ans ou 20 ans on ne dit plus à vous Cognac Jet, je rends l'antenne, ça ne fera plus rire. Mais c'est pareil que dans la VAR, où la VAR disait il vous a prêté au denier 100, et les gens hurlaient de rire, il vous a prêté au denier 100. Et c'était comme si on faisait une plaisanterie sur la TVA. Oui, on va faire une taxe à la TVA à 63%. Et ça ferait rire les gens, parce que la TVA, ça veut dire quelque chose. Alors, bon, voilà, c'est sans doute quelque chose de contemporain, et c'est une raison pour laquelle j'utilise tout ça. Cher Junio, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous poser de questions sur votre vie privée, parce que bon, ça ne nous regarde pas, mais enfin, vous avez un petit garçon, ça on le sait, qui a entre 3 et 4 ans, je crois, et il y a une phrase qui lui est dédiée, je crois, au début du film, et cette phrase est intéressante, enfin, c'est ce que j'ai cru lire dans une gazette. Votre fils s'appelle bien Arthur. Oui. Alors, pouvez-nous dire cette phrase? Oui, non, d'abord j'ai fait ce film aussi pour pouvoir faire une dédicace, parce que je suis très jaloux de Renaud, qui fait des dédicaces, qui fait des chansons pour sa petite fille, et moi je pouvais rien faire pour mon fils, j'avais pas lui dédier Ramirez de la Gestapo. Non, papy fait de la résistance.
Alors, j'ai trouvé cette phrase que je trouvais jolie, c'est pour Arthur, pour qu'il continue à croire que les flics sont des gardiens de la paix. Et je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire dans le contexte du film, c'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et que au départ, les flics, c'est des gardiens de la paix, et que mon film, c'est pas au secours de la police, mais plutôt police-secours. Et j'aimerais bien que les flics soient tous comme des Pinots, parce que je trouve que Pinot est plutôt sympathique. Voilà. Vous voulez parler de Renaud. Bon, chez Did, il a fait une musique excellente pour votre film. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? C'est quelque chose qui vous intéresse? Vous avez fait enregistrer plusieurs 45 tours, je crois. Un seul? Un seul. Mais... Assez ancien. Non, il y a un an, je fais ça parce qu'on m'a demandé, mais j'ai pas d'air désespéré d'en refaire un autre. Parce que j'aime bien faire tout. Je fais de la radio, du cinéma, du théâtre. Vos goûts musicaux, en ce moment, c'est vers quoi, là? On aimerait bien savoir vos facettes cachées, un peu. Moi, j'écoute beaucoup de chansons de variété, enfin de chansons françaises. J'adore la chanson française, je trouve qu'elle a une grande qualité. J'aime bien parce que je comprends les paroles. C'est pas pour ça que j'aime pas certaines choses américaines, mais je veux dire que les radios libres en France, peut-être chez vous c'est comme ça, enfin à Paris, peut-être que chez vous c'est un peu pareil, le côté funky à mort me gonfle la tête beaucoup. Moi. Et je dois dire que moi j'écoute mon Chédid, j'aime beaucoup ça. J'écoute Renaud, j'écoute Souchon, j'écoute Woolsey, j'écoute même Goldman dont tout le monde parle en mal, moi j'adore ça. J'écoute Cabrel, j'écoute en fait tout un tas de jeunes chanteurs qui ont beaucoup de talent et qui ont en plus trouvé une sonorité française et en même temps de qualité. Jonas et compagnie, je veux dire, il y a plein de... moi j'aime beaucoup ça, quoi. Bon, nous allons être obligés de nous quitter, mais enfin il y a deux petites questions que j'aimerais vous poser. Vous avez déclaré, je crois, qu'après Le Père Noël est une ordure, ce qui était une sorte d'apogée de la bande et de l'esprit du Splendide, chacun allait varier un petit peu vers ses occupations propres. Est-ce qu'à court ou à long terme, vous voyez une reformation complète de la troupe? Je veux dire, parce que déjà dans Papy, il y avait des personnes qui manquaient. Est-ce que vous avez une pièce de théâtre, des textes écrits comme vous l'aviez fait pour Les Bronzés, Le Père Noël et Papy? Non, je pense qu'on rejouera ensemble comme acteurs. D'abord, c'est pas très souhaitable parce qu'on se fait allumer, tout le monde dit ah ça y est, on prend les mêmes, on recommence, ce qui m'énerve beaucoup. Mais enfin, on allait rejouer ensemble. Bon, écrire ensemble, je crois qu'on n'y arrive plus. Je veux dire qu'on y arrivait beaucoup et très bien. Et Père Noël a été vraiment ce qu'on a fait de mieux dans ce domaine-là. Encore que Blanc n'écrivait pas et que Balasco écrivait un petit peu moins que les autres à ce moment-là parce qu'elle écrivait des pièces de son côté. Je pense que le problème de l'écriture. L'écriture, c'est très pénible à 7, à 6. En fait, on écrivait à 4 au début, puis après à 5, 6. Et ça, c'était extrêmement pénible parce que c'était en même temps très juteux parce ce qui passait au crible des 5 personnes, c'était ce qu'il y avait de plus fou et de plus délirant. Mais ça nous empêchait de faire des films personnels, de se retrouver, d'avoir de la sympathie dans les films, du charme. Et c'était des films très efficaces, mais qui étaient un petit peu cruels, un petit peu comme ça, dans lesquels moi je me retrouvais pas toujours, quoi. Mais qui avaient beaucoup de qualité et que les gens sûrement disent ah c'était tellement mieux quand ils étaient ensemble. C'est comme pour les Beatles, oui. Mais c'est vrai que ce soit le quart d'heure américain ou même Pinot, moi je me suis orienté vers un personnage plus humain, plus sympathique et qui me satisfait plus, quoi. J'aime plus faire rire avec ça. En même temps, j'adore moi faire l'acteur, faire le fou dans les films de Jean-Marie où je hurle, je saute partout, je fais le con. Ça m'amuse beaucoup. Et ces films-là, je ne vais pas pouvoir les mettre en scène parce que c'est tellement épuisant de faire Ramirez dans Papy fait la résistance où je hurlais. Moi, j'avais 12 jours de tournage, je passais tous les jours hurler. Alors, je dis tiens, quand est-ce que je viens hurler dans votre film? Et c'était assez marrant ça. Mais disons que le personnage était un peu frustrant parce que c'est une petite marionnette, quoi. Il a fallu apprendre l'espagnol pour le débat final. Ça a été dur, ça aussi. Absolument. Alors la dernière question, c'est la suivante. Honnêtement, dans un film comme Le Père Noël est une ordure, par exemple, qui se déroule en vase clos, quel est le comédien qui vous fait le plus rire? Les répliques qui vous font le plus rire, puisque vous nous avez dit il y a quelques minutes que des fois vous ne vous retrouviez pas tout à fait dans ce qui résultait du film. Alors est-ce qu'honnêtement, quand Thierry Lhermitte nous dit c'est cela, oui certainement, ou quand Clavier joue Katia, quel est votre ami comique qui vous fait vraiment le plus rire? Voilà, vous cherchez la bagarre, là, c'est très déplaisant. C'est comme ça. Non, mais en plus, moi je veux dire que tous les gens avec qui j'ai travaillé me font mourir de rire. Très sincèrement, genre Blanc a des qualités de dialogue formidables, Balasco, elle a un sens de la force, de la charge, du grotesque épatant. Marianne, elle fait de la caricature, et dans Josette, elle était épatante. Katia Clavier, quand il fait Katia et qui fait ses rêves pincés de vieille femme, de vieux travelot sur le retour, ça me fait mourir de rire. Thierry,
il est totalement barzingue dans ce personnage que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, parce que moi j'ai joué aussi Mortez au théâtre. J'ai joué ici à Toulouse, je jouais Mortez. Moi je faisais pas cela, je faisais absolument. Et lui, c'est vrai que Thierry a des inventions de taré dans certains films. Malheureusement, il veut plus faire ça. Il veut faire des films plus où il a les yeux bleus. Et je suis moins d'accord. Oui, je suis moins d'accord avec ses choix. Il veut pas faire de comédie, il a tort, je trouve, parce qu'il est épatant. C'est pour moi le Gary Grant français. Et il s'embarque à faire le Pierre-Richard Wilm. Et enfin, ça, c'est un jugement sur certains films qu'il a fait, parce que pas tous. Il a fait La fiancée qui venait du froid, qui est un film qui n'a pas marché, où il était formidable. Il était très drôle et en même temps très émouvant. Et puis là, il paraît qu'il est très très bien dans Les Ripoux. Non, il n'y a personne. À la limite, c'est moi qui me faisais le moins rire dans le Père Noël. Vous voyez. C'est comme bon, on finira comme dans l'école des fans, quand tout le monde a égalité. Absolument. 10 partout. Gérard Jugnot, je vous remercie. Bon, puis bonne chance s'il a encore besoin de le dire. Puis à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt, au revoir.